qui est aujourd'hui tout nouveau React. Là, c'est un React un peu spécial qui est passé dans nos pubs, publicité YouTube et tout. Là, c'est recrutement de l'armée de terre. Là, on va se recruter, on va se faire un React. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est ouais, l'armée française dans les publicités. Hein. L'armée recrute. Quand je vois des gens, ils disent ouais, non, j'ai pas passé les tests de l'armée, ils vont dire ouais, non, vue de mer. Ou tu sais, il a pas pu passer pour sa vue. Ouais, non, pour ça, des raisons nulles. Mais est-ce qu'ils recrutent vraiment à l'armée? C'est ça que je me pose. Allez, c'est parti. Chef de groupe, c'est le plus beau boulot que j'ai fait. Faut pas être le meilleur, il faut leur montrer que c'est possible, toujours. Et faut être exemplaire dans tout ce qu'on fait. On peut pas être le meilleur partout, mais par contre on peut être bon partout. Pas du rat. Quartier libre. Aujourd'hui, je rencontre un militaire qui transforme des civils en chefs de guerre. C'est l'adjudant Emmanuel, il est formateur à l'École nationale des sous-officiers d'active. Son métier, c'est de prendre des jeunes entre 17 ans jusqu'à la trentaine et d'en faire des managers, d'en faire des chefs de terrain, d'en faire des futurs cadres de l'armée de terre. Alors, à quoi reconnaît-il le ou la futur chef charismatique? Comment s'y prend-il pour en faire des chefs de terrain? C'est ce qu'on va voir dans la conversation du jour, qui est d'ailleurs tournée à l'École nationale des sous-officiers, dans le musée du sous-officier à Saint-Mexan, un musée boule de feu que je vous invite à découvrir. Et maintenant, l'adjudant Emmanuel. Bon, adjudant, vous avez 18 ans de service chez les parachutistes, vous avez, je crois, 9 opérations extérieures au compteur. Vous avez aussi formé des générations de jeunes chefs, des jeunes sergents. La première question que je voulais vous poser, c'est à l'École nationale des sous-officiers, quand vous voyez arriver la première promotion, la dernière promotion de sous-officiers, donc des jeunes qui sortent du civil, ils sont devant vous, ils ont encore les cheveux longs, les valises sous le bras. C'est quoi la première chose que vous leur dites? La première chose déjà, c'est on essaie de les rassurer. Parce qu'ils viennent d'arriver dans l'école, ils savent pas où ils sont. Et de suite, on les rassure en disant « Ok les gars, ça va bien se passer ». On les prépare tranquillement à cette montée en puissance au niveau militaire. Donc petit à petit, on leur explique ce qu'ils vont faire dans la journée. C'est un circuit d'incorporation concrètement. Et mais ouais, petit à petit, on les rassure et on leur explique que ça va bien se passer. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont 18 ans, 19 ans? Alors, on va avoir plusieurs types de profils. On va avoir du 17 ans et demi. Et j'ai déjà eu jusqu'à 27 ans sur la même promotion. Ça peut être du très jeune comme un jeune qui a environ 26 ans, 27 ans et qui s'est dit tiens, tout ce que je fais dans le civil, ça me plaît pas forcément et j'ai envie de m'engager, pour la France par exemple, ou par rapport à ce qu'on a pu voir dans le public avec les attentats et tout, il y en a qui se rendent compte qu'ils ont une vocation pour l'armée. Ce serait ça pour vous la première vocation, un jeune là, qui a 17 ans, 18 ans, quand il se dit, moi mon rêve c'est de devenir sergent, de devenir jeune cadre de l'armée de terre, sa première motivation ce serait ça, celle que vous avez citée, les attentats en France là, récemment? Alors je pense que c'est une des parties, mais parce que ça a montré en fait l'armée de terre, la plus-value de l'armée de terre dans le civil en fait, avec l'opération Sentinelle où on voit le militaire patrouiller dans les rues, etc. Cet aspect de confiance, quand on les voit, on se dit putain, peut-être que moi aussi je peux faire la même chose. Et je pense que c'est une des choses qui participe à l'envie des jeunes aujourd'hui. Mais pas que, il y a aussi le fait du protéger son pays, la France avec ce qu'on voit aujourd'hui, il y a aussi l'identité du drapeau, je pense, qui fait que le jeune aujourd'hui a envie de s'engager pour son pays. Donc là, les jeunes que vous voyez arriver à l'ENSOA, donc l'École nationale des sous-officiers, je dirais, on entend beaucoup dans les médias, les jeunes, ils s'engagent plus, ou ils sont plus comme avant, ils sont plus aussi engagés, ils sont plus individualistes. Vous, c'est pas du tout ce que vous voyez là dans les promotions qui arrivent. Alors, le recrutement est peut-être plus compliqué. On a du mal à recruter parce qu'on aimerait recruter. Mais les profils, c'est une génération, c'est leur génération. C'est pas la même que la mienne à mon époque ou celle de mes cadres, moi, quand je me suis engagé. Mais on a toujours cette question à se dire, moi, à mon époque, c'était pas comme ça. Mais c'est leur génération, ils sont comme ils sont. Maintenant, c'est à nous, cadres, de faire en sorte de les amener à l'endroit où on veut les amener. Pour les faire devenir, à l'École nationale, en tout cas, en tant que chef de groupe. Et donc tout à l'heure, vous avez dit, vous les prenez en compte, parce que j'imagine que quand on est civil à 17 ans et demi, on sort d'un lycée, pour certains, la plupart, j'imagine qu'ils n'ont pas de famille militaire, etc. Ouais, c'est un gros choc quoi, pour eux.
Oui, c'est un choc parce qu'on va instaurer plusieurs choses. Déjà, dès la première semaine, on va les réveiller le matin, on va leur demander de faire leur lit. Donc le réveil à Saint-Mexan, c'est 5h30. Donc pour la plupart des jeunes, C'est un choc. Oui, c'est un choc. La coupe de cheveux, c'est un choc. Mettre à la tenue, le respect des cadres, le vouvoiement, c'est peut-être des choses qui ne sont pas inculquées par toutes les familles, etc. Donc il y a Ça, par exemple, là, pour moi, là, tout ce qu'il a cité, je le fais déjà. Je le fais déjà. Donc c'est déjà un bon point, ça, déjà. cette étape des Quoique le réveil à 5h du matin, je suis plus sur du 7h, 8h. dès la première semaine qui fait que c'est compliqué de passer cette vie civile à cette vie militaire. Et notre but en tout cas, enfin moi en tout cas en tant que cadre, c'est de les amener petit à petit à ce niveau-là. Et ce choc, bon, moi je l'ai vécu aussi, hein. J'imagine que vous êtes engagé à quel âge? À 17 ans et demi, moi. Ouais, vous à 17 ans et demi aussi. Ouais, bon, moi je me suis engagé un petit peu plus tard, à 25. Moi je pense que j'avais besoin de ça. Justement qu'on me dise lève-toi à 5 heures, habille-toi de telle manière, mets ça dans ton sac et tout. Vous croyez que pour les jeunes, là c'est pareil, ils le vivent tous comme ça, comme un besoin, ou il y en a pour qui il faut être un peu plus, faut mettre un peu plus la pression pour qu'ils adoptent ces routines-là du matin? Alors ça va dépendre en fait de la personnalité, mais sur une section. Après aussi, moi je me pose la question, l'armée, ça peut être bien de s'engager, surtout que j'ai vu que, par exemple, tu peux faire l'armée, donc tu gagnes un salaire, vas-y, t'es dans l'armée, tu gagnes un salaire, t'es militaire, voilà. Et pendant ce temps, j'ai entendu, par exemple, tu peux même passer le permis, tu peux même passer, tu sais, peut-être même le permis poids lourd, tu sais, les différentes variantes comme ça de la vie de tous les jours, et que tu peux les passer dans l'armée. Et ça, moi je trouve ça grave bien. En complète, en fait, on va avoir tout type de personnalité. Il y en a, ça va être instinctif parce qu'ils ont de la famille militaire, ils ont été éduqués comme ça. Comme il y en a, malheureusement, ils ne sont pas éduqués de la même manière. Faire leur lit, c'est leurs parents qui font le lit, qui rangent la chambre, etc. Donc il y en a certains, oui, c'est plus compliqué. Mais on va faire en sorte de les amener et de les diriger pour qu'ils comprennent en fait que son lit, c'est à lui de le faire, ses rangers, c'est à lui de les cirer. La tenue, elle doit être carrée, carrée comme à l'armée. Donc ouais, on les prépare petit à petit. Je pose des questions un peu bêtes, évidemment, c'est acquis pour vous et moi, mais à votre avis, c'est quoi l'intérêt de faire son lit tous les matins? Pourquoi commencer par ça? Pourquoi leur faire cirer tous les matins les chaussures? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, selon vous? Une rigueur. La rigueur dans la tenue, la rigueur qu'on présente quand on doit intervenir, quand on est en opération, on doit être rigoureux dans nos actions. Et ça commence par faire son lit, cirer ses rangers, sa tenue elle doit être propre. C'est une rigueur qu'on doit mettre en place, pour moi en tout cas, qu'on doit mettre en place dès le départ. Ah ça par exemple, ça moi je suis pas trop sur les tenues propres. Tu sais, par exemple, moi je vais avoir une tâche, je m'en fous. Ah ça ouais, ça peut poser problème. Qui permet, je vais être rigoureux à l'issue sur la façon d'utiliser mon arme, la façon de nettoyer mon arme, sur le véhicule que je vais utiliser. C'est une rigueur qu'on doit mettre en place dès le départ, avec le lit au carré dès le matin et la tenue propre, parce qu'on représente quand même l'armée française, l'armée de terre, et on se doit, enfin pour moi, on se doit d'avoir une tenue irréprochable en tout lieu, en tout temps. Ils voient quand ils parlent à leur cadre avec le vouvoiement qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de mettre en place avec leurs parents ou avec leur famille. Ce respect qu'on a de la hiérarchie, de l'autorité, tout ça, ils le ressentent. Et moi, je le vois on le voit à peu près à la fin du premier mois où on se rend compte que le jeune, il a changé par rapport à ce qu'il était au départ. Ah oui, à quel niveau? Il est plus respectueux. Par exemple, ils arrivent, il y en a, ils disent pas bonjour parce qu'ils osent pas, parce qu'ils sont timides. C'est les premiers jours. Qu'au bout d'un mois, ça croise un cadre, même s'il le connaît, il le connaît pas, il a été éduqué dans le sens. Donc il va lui présenter ses respects, il va lui dire bonjour concrètement, mais en militaire. Et je trouve qu'au bout d'un mois, on commence à voir ce côté-là et ça se ressent. Et les familles aussi nous le disent souvent que en fait, il y a une évolution de leur enfant. En fait, il est autonome. C'est l'autonomie, il sait se gérer, il sait nettoyer chez lui, il sait préparer ses affaires pour partir où que ce soit, et ils deviennent autonomes en fait grâce à l'armée. Moi, je le dis honnêtement, c'est un des trucs dont j'ai eu besoin et sur lequel l'armée m'a aidé. Je reviens sur le vouvoiement. C'est un paradoxe aujourd'hui où presque, quand on regarde la télé, quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que ça disparaît. Vous, dans l'École nationale des sous-officiers, c'est vouvoiement pour tout le monde, quoi. Les cadres également, les gardes des élèves? Alors,
le subalterne va vous voyer l'autorité. Nous, on se permet de les tutoyer. Pourquoi? Parce que c'est plus simple dans la façon de cadrer les élèves, etc. Parce que si je vous vois à mes 30 élèves, ça va être plus compliqué. Donc, comme c'est un subalterne, moi, je vais me permettre de les tutoyer. Au départ, on va peut-être pas le faire. Ça va dépendre, bien évidemment, de la façon dont on voit les choses. Mais en tout cas, on va les tutoyer. Mais eux, c'est une marque de respect par rapport à l'autorité qu'ils doivent mettre en place par rapport au cadre supérieur qui va leur faire le cours, comme présenter la salle, etc. Donc, ça se fait dans un sens. Mais moi, je le fais, par exemple... Ouais, mais surtout que, par exemple, si toi, par exemple, moi... par exemple, en fait, il y a une personne, la personne de respect, le colonel ou le chef général. Lui, par exemple, tout le monde va le vous voyer, ok? Mais lui, quand il va parler à sa classe, s'il vous voit un élève, ça peut être compris qu'il dit vous à toute la classe. Donc ça peut faire mélanger, en fait. Que s'il tutoie, là, c'est l'élève sur les 30. À mes chefs. Je vous vois mes chefs, en aucun cas je tutoierai mes chefs. Un des gros avantages, moi, que j'ai découvert à l'armée, et je trouve que c'est vraiment un avantage par rapport à certaines organisations civiles, c'est que la hiérarchie, elle est lisible, elle est claire. On la porte là, en fait, c'est celui qui a le plus de barrettes. Et du coup, il n'y a pas de hiérarchie invisible. On ne piège pas les gens. Je trouve que cette lisibilité et ces codes, typiquement, moi, quand je suis rentré à la Légion, le premier truc qu'on vous donne, c'est un manuel de savoir-vivre. Je l'avais eu avant à l'école des officiers. Je ne sais pas si vous avez la même chose d'ailleurs à l'école des sous-officiers, un manuel qui vous enseigne un peu comment on écrit un texto à un supérieur, comment on écrit un mail. Ça s'enseigne toujours tout ça? Alors il y a ce qu'on appelle les comptes rendus, etc. On va leur donner des cours. Il n'y a pas de manuel à proprement parler sur la façon d'être. Ils vont avoir l'aide le memento du chef de groupe qui va regrouper un peu tous les cours tactiques, techniques, etc. Mais et avec les cours d'OS, etc. Comme ils vont être sergents à l'école, c'est eux qui vont présenter toutes ces façons de faire à leurs futurs soldats quand ils vont arriver en régiment, etc. Donc c'est eux qui vont faire les cours d'OS, d'ordre serré. Oui, c'est eux qui vont, c'est eux qui vont former. Donc si eux, dès le départ, on leur inculque pas cette hiérarchie, cette façon d'être, cette rigueur, ce professionnalisme, qu'est-ce que eux, en tant que chefs de groupe, ils vont inculquer à leurs jeunes arrivés en régiment? Si dès le départ, on met en place ça va continuer, ça va être comme une lettre à la poste, ça va dérouler dans le bon sens. Ouais, je comprends. En plus, c'est vrai qu'on pourrait y revenir, mais là, tous les jeunes que vous avez qui viennent d'arriver, ils seront dans leurs unités sergents. Donc en fait, ils seront à la tête de 8 gars et filles, c'est ça? Alors en moyenne, ça va dépendre de leur spé. Parce que quand ils viennent à Saint-Mexan, au moment du recrutement, ils vont choisir une spécialité. Donc ça peut être un SIC, donc un système informatique et communication, comme ça peut être un chef de groupe infanterie dans un régiment d'infanterie ou un troupe aéroportée ou chasseur alpin. Toutes les spés vont se retrouver à Saint-Mexan. Donc il y en a qui vont commander dans un bureau, mais ils vont être... Ça aussi, par exemple, les spécialités, j'ai pas trop compris. J'ai compris globalement. Par exemple, je sais que tu peux faire une spécialité, tu sais, juste dans les bureaux. Et voilà. Et j'ai vu une autre spécialité militaire, infanterie, tout ça. Mais dans les détails, je sais pas, c'est ça qui manque. Pourtant, j'essaie de me renseigner à droite, à gauche et faudrait que j'essaye un peu plus. 3T, donc le combat qu'on enseigne à l'école. Et ils vont être en mesure de récupérer un groupe sur Sentinelle ou sur une mission. Donc il y a cette chance d'être face à un groupe. Donc là, c'est des élèves, vous leur enseignez les bases de ce que c'est qu'un soldat, Oui. mais très vite, vous allez leur enseigner à être chef, à être cadre, futur cadre, et avoir la responsabilité de 8 bonhommes, quoi. C'est ça. Donc il y en a certains, à 20 ans, ils vont commander 8 soldats, quoi. Même, Et d'ailleurs, vous, c'est ce que vous avez fait, je crois. À quel âge vous aviez quand vous êtes devenu sous-officier? Alors moi j'étais plus vieux quand je suis devenu sous-officier, parce que je me suis engagé en 2006 en tant qu'engagé volontaire de l'armée de terre. Moi je suis du recrutement semi-direct. Donc je me suis engagé, j'avais je crois 26 ans, 25 ans. Ouais. Bon, enfin, je dis quand même, c'est quand on compare avec ce qui se fait dans le civil, avoir une équipe de 8 bonhommes à 26 ans, en fait c'est hyper rare, quoi. C'est un niveau de responsabilité qui est très rare. Je trouve que là aussi c'est une expérience de dingue quand on est dans l'armée, quand on est un jeune sergent ou élève sous-officier comme là à l'ENSOA. C'est se dire qu'on a 20 ans, là on est en train d'apprendre à faire notre lit, et dans 1 an, 2 ans, peut-être qu'on aura 8 bonhommes, 8 soldats qu'on va entraîner, qu'on va emmener au feu.
c'est quand même un niveau de responsabilité qui est... Comment vous l'avez vécu quand vous aviez 26 ans? Moi, j'ai eu la chance, c'est que je me suis engagé première classe, caporal. Donc, j'ai été chef d'équipe. Donc, je commandais deux soldats. Ah, vous avez commencé à 2? Voilà, j'ai commencé chef d'équipe. J'ai commandé 2 soldats et je les ai commandés en opération, etc. Je resitue l'enjeu. Ils ont, vous avez dit tout à l'heure, 17 ans et demi et 25 ans. C'est Ils ça. arrivent dans cette école. Oui. Vous êtes leur formateur. Ça signifie que 8 mois plus tard, ils arrivent avec leurs valises, ils ont encore les cheveux longs. 8 mois plus tard, ils ont une équipe avec 8 bonhommes dedans. Et ils sont dans leur unité et potentiellement ils partent en mission. Alors, ils partiront pas en mission. Il va falloir qu'ils valident leur spécialité, leur CT1. Mais dans leur régiment, déjà, ils peuvent être amenés à prendre une séance de cours, à former dans une section, à former leurs engagés volontaires, les militaires du rang de la section, etc. Ils peuvent commander sur un exercice, sur un terrain, sur un terrain de manœuvre, etc. En opération, il faudra qu'ils valident leur CT1, donc dans leur spécialité, afin qu'ils puissent être projetés en tant que chef de groupe. Voilà, donc ça c'est un autre stage, on y reviendra tout à l'heure. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que... De ce que j'ai compris, c'est en gros, lui, là, on va l'appeler le colonel, j'ai pas son nom. Et il a... Ah ouais, tu sais qu'à l'armée, ça va être galère si tu retiens pas les noms. Mais bon, je crois que c'est marqué là et tu l'appelles sergent ou colonel, un truc comme ça. Mais lui, en fait, il dit ça parce que lui, il a fait chef de groupe, mais c'est pas tout le monde qui est obligé de... C'est pas tout le monde qui est obligé de... Tu sais, après, il a 26 ans, il doit gérer une troupe. Je pense pas que c'est ça. Devenir chef à 20 ans, lui, je pense que c'est son cas parce qu'il s'est spécialisé dans ça, mais je pense qu'il y en a... Par exemple, à 25 ans, ils sont déjà partis, ou enfin, ça dépend de ce que tu fais, je pense. En fait, 8 mois pour transformer un civil en futur chef, ça paraît hyper court, quoi. Oui, correct. Ouais, c'est court et c'est pour ça que l'instruction à l'école est très intensif. Et il faut qu'ils suivent, parce que c'est un train qui avance et qui s'arrête jamais. C'est à eux de suivre. Malheureusement, on a un petit peu de perte de jeunes, mais ça reste très minime. Mais ouais, en 8 mois, ils apprennent beaucoup. Et après, le métier de chef de groupe, concrètement, ça se fait du début jusqu'à la fin de sa carrière. Et dis-toi, ces 8 mois, je pense que ces 8 mois sont très bénéfiques et tu vas t'en rappeler toute ta vie de ces 8 mois. Je pense que ça t'éduque à vie. Donc je pense que c'est bien. Être cadre au contact, c'est C'est une formation tous c'est les une jours. formation de tous les jours. Là-dessus, j'aurais une question peut-être un peu plus polémique. Vous êtes engagé comme militaire du rang, donc vraiment soldat de base, et après vous avez grimpé les grades jusqu'à sous-officier supérieur. Moi, de l'autre côté de l'échiquier, j'ai fait un concours, je me suis engagé tout de suite officier et tout de suite bombardé chef. Est-ce que vous croyez qu'on peut apprendre à être chef en école, sans passer par le terrain? Ça va dépendre. Enfin, oui, je pense que c'est possible. Et certaines personnes ont des prépositions à ça. Maintenant, il n'y a rien de mieux que le terrain pour former un soldat, pour former un cadre. Et il n'y a rien de mieux qu'en opération où on voit qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, en tout cas, je sais que c'est quand je me suis... Attendez, il a dit on voit qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et il n'y a rien de mieux qu'en opération où on voit qu'est-ce qu'on est capable de faire. On voit ce que l'on est capable de faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, en tout cas, je sais que c'est quand j'ai été envoyé en Afghanistan en 2011, où j'étais chef d'équipe, c'est là où je me suis vraiment ressenti, je me suis dit ok, c'est vraiment c'est mon taf, c'est ce que je veux faire, quoi. Je veux évoluer, je veux être chef de groupe. Je voyais mon chef de groupe quand j'étais au plus bas, je voyais les cadres supérieurs à moi, je voulais être comme eux et j'ai réussi petit à petit à prendre cet échelon. Mais ouais, c'est compliqué en 6 à 8 mois d'être formé chef de groupe. Maintenant, c'est possible. Ce que je comprends, c'est que on n'attend pas qu'un sergent au bout de 6 mois, ce soit le chef charismatique qui emmène les mecs au combat, mais j'imagine qu'on lui pose des briques de base sur son commandement. Je pense aussi, moi je le vois dans la formation d'officier, je pense qu'on lui donne aussi des outils, des canevas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus, en étant vraiment concret, c'est quoi ces briques, ces outils qu'on peut leur donner, non pas pour en faire des chefs d'emblée de guerre, mais
leur donner des bases pour après, grâce au terrain, devenir des cadres sur lesquels leurs hommes et leurs femmes peuvent compter. Concrètement, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir l'aspect physique déjà. On va les amener, hein, ça reste des civils au départ, ils n'ont peut-être pas une condition physique optimale. Et tout le long de ces 8 mois, on va les former physiquement, mentalement aussi sur des activités rudes ou comme ce qu'on appelle les aguerres. C'est un peu comme des stages commando. Mais L'aguerrissement. voilà, c'est de l'aguerrissement, c'est au niveau de l'école. On va les mettre sur plein de situations qui vont faire que petit à petit, ils vont prendre conscience de leur corps, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils ne peuvent pas faire, jusqu'où ils peuvent aller. Et Ça aussi, je pense qu'on en a besoin. Surtout que moi, là, en plus, j'ai envie d'explorer mes capacités. Tu sais, en plus, moi, je me dis, je sais que j'ai un cardio de ouf. Mais comme, tu sais, je reste chez moi à rien faire, là, c'est pas bon. Tu sais, j'ai vraiment envie de tester mes limites et tout. Donc ça, c'est grave bien ce qu'il dit. Et petit à petit, ils vont se rendre compte que en fait, cette rigueur, elle est importante pour montrer l'exemple. Donc, quand je fais du sport, je dois montrer l'exemple à mes hommes. Quand je fais quelque chose, que ce soit en tactique, je dois être carré pour montrer l'exemple à mon groupe. Et on va essayer de leur inculquer en tout cas cette rigueur, ce professionnalisme, ce savoir-être en tant que cadre et l'exemplarité qui va être très très important. Est-ce que dans le groupe de 8 qu'on commande, est-ce qu'il faut être le meilleur en sport? Il ne faut pas être le meilleur, mais il faut leur montrer que c'est possible, toujours. Et il faut être exemplaire dans tout ce qu'on fait. On ne peut pas être le meilleur partout, mais par contre on peut être bon partout. Pour moi, c'est par exemple mes hommes ils font quelque chose, je ne peux pas être à côté de les regarder, il faut que je fasse aussi. En fait, je dois être exemplaire auprès d'eux. Quand j'ai amené moi mes sections, Ouais, voilà, là il vient de dire, voilà, je suis pas un coach, je suis pas un sport, oula, frère, vas-y, frère. Je suis pas un prof de sport au collège. Voilà, c'est pas je viens en jogging et je viens vous dire faites le sport et moi je vous regarde. Voilà, là il est exemplaire. Et ça motive. Quand le chef il fait, bah toi tu suis, c'est plus motivant. Au collège, tu voyais ton prof. Tu voyais ton prof, frère, lui il est là, il est assis, il est bien. Toi t'es là, tu travailles. Comment t'as le seum? Surtout quand il faisait froid. marche, et j'étais devant et à mon rythme, et j'étais devant et la section est derrière moi. En aucun cas, je ne représentais pas ou j'étais dans un véhicule à regarder ce qu'ils font. J'étais en permanence avec eux. Et moi, c'est ce que j'essaye en tout cas d'inculquer à tous les hommes que j'ai pu former. Voilà, donc parmi ces petites briques dont on parlait, l'exemplarité, c'est un des mots que vous avez le plus cité. Donc ils pompent, je pompe avec eux, ils marchent, je marche avec eux. Mais sans avoir besoin d'être celui qui va faire le plus de traction. On n'a pas besoin d'être un surhomme quand on est chef de groupe dans les armées de terre. Il n'y a pas besoin d'être un surhomme, mais il y a besoin de montrer quand même à minima. On peut pas être la caisse. Il faut avoir la caisse, il faut avoir un minimum. On ne peut pas être celui qui va faire une traction alors que tout le reste de mon groupe en font 5, 10. Il y aura toujours le mec qui va faire 20, 30 tractions. Mais moi, je dois montrer quand même que le chef de groupe, il est présent. Il sait se défendre, il est en mesure il est en mesure de protéger ses hommes, de mettre en place des mesures de sauvegarde. Il doit être présent, quoi. Et il doit montrer cet exemple. Ouais. Allez, donne-moi ta main. Armée de terre, peux-tu le faire? On parle un peu de sport là, c'est pas pour dire que les chefs à l'armée c'est les gros bras, mais simplement, et c'est un truc que vous avez dit, c'est aussi montrer qu'on est capable d'aller au bout de soi-même et d'avoir une discipline qui passe à la fois par l'esprit et par le corps. Donc ça signifie que dans les 6 mois qui passent à l'École nationale des sous-officiers, il y a une vraie montée en puissance physique qui se fait, en plus de la formation, je dirais, intellectuelle au métier de sous-officier. Ouais, il y a une grosse montée en puissance. On commence au début avec les petits tests. Petit à petit, on veut les amener sur le parcours d'obstacles, sur un parcours individuel, pas d'évasion, mais... Les parcours d'audace. Ouais, les parcours d'audace, Ouais, merci d'audace. mon capitaine. Donc oui, les parcours d'audace où on va les amener petit à petit sur certains ateliers. La même chose avec l'aspect fatigue, où ils ne vont pas dormir de la nuit. Le lendemain, on va leur mettre un chrono en PO ou sur un brancardage, etc. On va les amener petit à petit à se rendre compte que en fait, même en état de fatigue, ils sont capables de faire. Et ce qui leur permettra, eux, de montrer au moment où ça sera le plus dur, au moment où, par exemple, ils seront sous le feu, que en fait, tout est possible.
Parcours d'audace, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est vraiment dans les forteresses, parfois ils tendent des câbles, des ponts de singe entre deux murailles et les mecs on les suspend à 10 mètres de vide. Voilà. Donc ce que je comprends dans ce que vous dites sur la montée en puissance. Il a essayé d'expliquer, j'ai toujours pas compris c'est quoi, audace. En gros, c'est un truc où on te fait souffrir, on te fait pousser au bout de tes capacités et tu dois te débrouiller. Et des élèves, finalement on leur apprend plus sur eux-mêmes que sur le métier de chef. On leur apprend beaucoup sur eux-mêmes, mais après ils vont travailler entre eux. Ils vont être tout le temps, pendant 8 mois en permanence ensemble, ils vont travailler en groupe, que ça soit sur les terrains, quand ils vont commencer le travail chef de groupe, ils vont travailler en groupe. Donc il y en aura toujours un qui va passer chef de groupe, 2 autres qui vont prendre la place de chef d'équipe. Que ça soit sur les aguerres, sur la piste d'audace, il y aura un chef de groupe. Donc en permanence, en fait, dès qu'ils vont commencer le combat chef de groupe, où ils vont apprendre leur métier, ils seront mis en situation. Donc ils vont on va leur mettre plein de situations où ils vont se rendre compte que un chef de groupe, en fait, ça commande et ça doit commander s'il faut que ça avance. Ça permet d'apporter une précision au thème qu'on a abordé tout à l'heure. Chef formé en école ou chef formé sur le terrain, c'est peut-être un peu factice comme opposition, puisque en école, que ce soit l'école des sous-officiers ou l'école des officiers, en fait on passe son temps sur le terrain et on passe son temps à faire des expériences comme ça, que ce soit l'épisode AS comme vous l'avez dit, ou en fait c'est des mises en situation permanentes. Ils passent pas de temps dans les amphithéâtres, les élèves sous-officiers. Il y a toujours, c'est obligatoire, il y a cet aspect technique où il va falloir leur apprendre les choses avant d'aller sur le terrain, donc leur montrer grâce à des pré-AO, des PPT, etc. sur des cours, comment on utilise le matériel, que ce soit les transmissions, l'armement, la façon d'éduquer, d'apprendre à ces hommes utiliser l'armement. Donc ils vont passer l'initiateur fusil d'assaut, donc c'est eux qui feront les cours. Il y en a plein d'autres, sur l'aspect technique et tactique, ils vont passer d'abord par une phase de cours d'amphithéâtre avant de mettre ça en place sur le terrain. Donc il y a une montée en puissance physique, il faut que les gars faut qu'ils aient la caisse au bout de leur formation, mais il y a également une éducation intellectuelle, technique. Pareil, une autre question un peu polémique, est-ce que vous croyez que tout le monde peut faire ça? Tout le monde peut être chef de groupe? Ouais. Non, je pense pas. Je pense que après il faut replacer le chef de groupe dans sa fonction. Tout le monde ne peut pas être chef de groupe au combat. On a chacun nos façons de voir face à l'adversité, notre façon de réaction face à l'adversité. Je ne suis pas sûr que tout le monde est en mesure de bien faire son travail de chef de groupe. Maintenant, dans l'aspect qu'on a choisi au départ, il faut pouvoir le faire au mieux. Et pour moi, je pense que tout le monde doit savoir en faire un minimum, mais tout le monde ne peut pas être chef de groupe au combat. Ça va être compliqué. Ouais. Vous croyez qu'il y a de l'inné, de l'acquis? C'est quelque chose qu'on peut devenir si on n'a pas cette partie un peu... Il y a plein de gens qui disent, il y a des chefs, ils sont chefs dans le sang et finalement on peut pas apprendre ça. C'est quoi votre avis là-dessus? Je pense que oui, il y a les chefs à qui c'est inné. Mais moi j'étais militaire du rang, j'ai vu toutes les étapes, j'ai vu plusieurs chefs de groupe, j'ai vu plusieurs chefs de section et on récupère de tous ces gens-là en fait de ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et je pense que ça se fait petit à petit. Et alors si c'est pas inné, en tout cas il y a cette possibilité que ça vienne. Et moi je pense que c'était pas inné au départ et je pense que maintenant je l'ai bien mis en place et à force de voir et d'avoir pu être mis au contact ou d'être mis sur certaines situations, je pense que je l'ai appris comme ça. Moi. J'ai un peu le même sentiment, je pense que déjà on apprend beaucoup des chefs qu'on a et parfois on apprend même plus des mauvais chefs qu'on a eus, parce que ça arrive aussi. On apprend peut-être plus d'eux parfois que des bons chefs et surtout de la mise en situation qu'on apprend beaucoup plus en apprenant sur soi d'abord et sur la manière dont fonctionnent les autres. Pour pouvoir ensuite les commander. Je voudrais revenir sur ces jeunes dont on a parlé tout à l'heure, qui arrivent à l'École nationale des sous-officiers. Ils font partie, là, ceux qui arrivent dans vos mains bientôt, ils font partie de ce qu'on appelle la génération Z, je crois, qui est une génération très critiquée. Moi, je suis un peu sur un réseau social qui s'appelle LinkedIn et je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises, d'organisations qui voient arriver ces jeunes dans leur boîte. Et ils disent tous à peu près la même chose, ils ont l'impression que c'est une génération complètement différente, qu'on a parfois du mal à engager. Quel est votre avis sur ces jeunes-là qui arrivent aujourd'hui?
Les jeunes qui arrivent. Voilà, pour l'instant, c'est la question. J'ai pas envie de dire la question la plus intéressante, mais la question qui m'a le plus pertiné jusqu'à maintenant. Là, toutes les autres questions, c'était plus général. Là, c'est comme si ça m'impactait moi, là. Écoutez la réponse. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui, je pense que oui, on est sur cette génération en fait, qui vient parce que, tiens, j'en ai entendu parler, ou j'ai vu l'armée dans la rue sur une opération Sentinelle. Donc ils viennent voir ce qui se passe et si ça leur plaît pas, en fait, ils arrêtent. Donc ils ont, pour moi, j'appelle ça un peu zapper. C'est je teste, ça marche, c'est bien, ça marche pas, je change, je verrai ailleurs. Donc c'est un peu plus complexe sur cette génération, mais ouais, elle est peut-être un peu plus compliquée que sur notre génération ou sur les générations précédentes. Ouais. Mais c'est quoi ces forces Après, je pense que c'est parce que les autres générations avaient pas trop le choix. Ils avaient pas vraiment grande proposition. Là, aujourd'hui, par exemple, il y a les réseaux sociaux, il y a de multiples choses. Par exemple, un mec, avec son téléphone, il peut lancer sa marque de vêtements. Il peut lancer sa marque d'immobilier. Ou il peut même... de toute façon, il y a même les mecs sur TikTok qui m'ont dit, ils font des cagnottes pour de faux. par rapport, alors là vous avez parlé de ces faiblesses, donc vous avez dit c'est vrai qu'ils ont peut-être ce côté zapping. Est-ce que par ailleurs ils n'ont pas des nouvelles compétences que les générations n'avaient pas? Des nouvelles compétences, non, je pense que ça reste, c'est à peu près pareil. On reste dans le même. Ils ont peut-être plus cet aspect engagement par rapport à tous les J'ai remarqué attentats. aussi. Tous les attentats ou tout ce qui a pu se passer ces dernières années-là, ils ont peut-être plus ce côté engagement. Maintenant, le problème pour moi de cette génération, c'est qu'elle veut tout le temps tout remettre en cause. Donc c'est peut-être le problème que pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, et pourquoi si on faisait ça, ça serait pas mieux. Il y a toujours ce côté-là, mais ouais, je pense que juste ça, le côté engagement par rapport à ce qui s'est passé. Ouais. Alors que parfois, surtout dans l'armée, quand on se forme notamment, parfois on a aussi besoin de suivre et d'être capable de faire un pas sans vraiment savoir où on va. Moi, je trouve que c'est assez fort. Je me souviens les premiers jours où je me suis engagé, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on est parti courir ensemble. Et je me suis demandé si, enfin maintenant je me dis ça, quelque part l'engagement c'est un peu ça aussi. Hein. C'est un gars qui vous dit allez derrière moi on y va. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop avec qui, mais on y va quand même. Et ça, vous trouvez que c'est peut-être quelque chose qui manque un peu, et donc c'est une valeur que vous essayez de leur transmettre? Ouais, aujourd'hui, si on fait quelque chose, il faut leur expliquer pourquoi. C'est vraiment le générationnel. Tout ce qu'on fait, il faut leur expliquer. Moi, à mon époque, mon CDS, il me disait en avant, tu vas tout droit et tu cours. Je réfléchissais pas, j'allais tout droit et je courais. Pareil, à rentrer dans le bureau pour se plaindre d'un petit problème, à aucun moment je serais allé voir mon chef de section à moins d'avoir la jambe sur le côté, quoi, en travers. Mais aujourd'hui, ouais, c'est un peu plus, il faut parler avec eux, il faut être plus dans la discussion, dans l'explication. Et je pense que c'est peut-être le problème qu'on peut avoir avec eux. Ouais, je pense qu'en effet, faut pas le... Je trouve qu'il serait malsain de le nier. Je pense qu'on peut en parler. À mon avis, et ça fait partie d'une éducation aussi, de la création d'une confiance, être capable de dire ouais, là, il y a des choses où on peut tout expliquer, on peut tout justifier, mais il y a un moment où, si on veut se former, il faut être capable d'avoir une forme de confiance à l'égard de ses instructeurs et dire ok, c'est lui qui sait, il a je sais pas combien d'opérations au compteur, il sait ce que c'est qu'être un soldat, il sait ce que c'est qu'être un chef, je lui fais confiance et puis en avant, quoi, je le suis. Ça je vous rejoins complètement là-dessus. Je voudrais revenir sur la formation même des sous-officiers. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a que des choses qu'on peut apprendre sur le terrain. À l'école, moi, quelque chose qui m'avait marqué à l'école des officiers, c'est les outils qu'on vous donne. Est-ce que vous seriez en mesure de nous parler un peu de ces outils? Parfois, c'est très concret, ça va être un carnet de notes et tout. Quel type d'outils comme ça vous donnez à vos élèves sous-officiers et qui vont leur permettre de vraiment décupler leur productivité, leur capacité à commander? Concrètement, aujourd'hui, on essaye de faire comme on va dire, comment dire, on va utiliser des outils numériques. Donc à l'école, on va parler de la musette numérique, où ils vont retrouver en fait tous les cours qu'on leur donne nous sur cette musette numérique. Ils vont pouvoir aller sur Internet avec leur téléphone, ou alors on leur fournit des tablettes. Chaque élève direct qui rentre à l'école se voit fournir une tablette, et où à l'intérieur, ils vont trouver plusieurs outils qui vont leur permettre de se former tout du long. Ensuite, il va y avoir tout ce qu'on a eu comme en été, les bouquins, les carnets, le carnet chef de groupe, le bouquin, les relations internationales, etc., avec tous ces bouquins de cours. Mais il y a ce côté-là où on va mettre en place
tout ce qui est pré-AO, donc PPT, présentation, pré-AO, présentation adaptée, assistée par ordinateur. Ouais, ça, je pense, c'est la partie nulle. Tu sais, la partie où t'aimes pas trop, personne aime. Présentation assistée par ordinateur, tu sais, je pense que c'est comme t'es au collège, ça te dit ça, Excel. Allez sur Excel. Je pense que c'est nul. Mais ouais, je pense que c'est nul, mais c'est nécessaire, je pense. Et tous ces cours qu'on va mettre en place sur de la pédagogie afin de faciliter et de correspondre au mieux à leur génération. Ça, je trouve que c'est peut-être le point clé pour un chef de groupe, c'est qu'il soit capable de mener des instructions après en unité. Moi, mes 3 chefs de groupe, quand on était au quartier, ce qu'ils font la plupart du temps, c'est des instructions. C'est vraiment le premier échelon qui enseigne aux gars. Comment vous en faites des pédagogues ? Alors déjà, il faut que nous-mêmes, on soit pédagogues. Donc dans une section, on est formateur, donc on doit les former à ça. Et il va y avoir plusieurs activités. On va commencer au départ par l'OS. Donc on va leur apprendre l'ordre serré. Ordre serré. Ordre serré. On va leur apprendre comment faire. Et après, c'est eux qui vont refaire les mêmes cours. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui va être mis en situation avec un nombre de ses collègues, des stagiaires, mais sauf que c'est lui qui va donner le cours. Donc on va les mettre en situation, pareil que sur le terrain, on va les mettre en situation de pédagogue pour qu'en fait, petit Mais ça, après, ouais, c'est pour devenir chef. C'est. Je pensais que c'était plus général, tu sais, sur l'armée de terre générale. Mais là, c'est vraiment comment devenir chef. en débriefant sur plusieurs choses, leur façon de faire, leur façon d'être, s'ils font de l'évaluation, de l'auto-évaluation, de l'hétéro-évaluation, etc. Savoir en fait s'ils mettent bien tout en place pédagogiquement, qu'est-ce qu'on peut leur apporter pour qu'ils soient plus à l'aise face à un auditoire, etc. Donc plusieurs fois ils vont être mis en situation, que ce soit sur des cours d'ordre serré, sur des cours d'utilisation de matériel comme l'utilisation des trans, et c'est eux qui vont faire le cours. Donc encore une fois, de la mise en situation. Et vous avez dit juste avant un truc qui me paraît hyper important, c'est pour en faire des pédagogues, il faut être soi-même un pédagogue. Vous êtes un formateur. Quelque part, la manière dont vous leur apprenez à être un pédagogue, c'est vous en l'incarnant, quoi. Quelles sont les méthodes que vous avez, dont vous espérez qu'ils vont les reproduire quand eux, ils seront instructeurs? Est-ce qu'il y a des choses est-ce que votre pratique, elle a évolué vis-à-vis de ça? Alors je pense que la pratique, elle n'a pas trop évolué, même si pédagogiquement parlant, on va rentrer plus dans des techniques pédagogiques avec tout ce qui est outils numériques qu'on n'avait peut-être pas à l'époque. À l'époque, on avait le cours magistral, l'exposé directif où j'avais quelqu'un face à moi qui faisait son exposé et on hésitait carrément à poser une question. Au jour d'aujourd'hui, on va plus rentrer dans ce qu'on va appeler l'exposé interactif. Donc là où je vais en fait mon cours, je vais le faire avec eux. Je vais les faire participer, les faire chercher, ce qui va les faire rentrer dans une phase d'apprentissage qui va être beaucoup plus simplifiée. Et pour eux, et moi en même temps, ça va me permettre de m'amuser au moment où je fais un cours. Donc je trouve ce qui a pu avoir changé par rapport à avant, c'est ce côté pédagogue qu'on n'avait peut-être pas à l'époque. À l'époque, on était vraiment sur un cours, bam bam, c'est comme ça, pas autrement. Aujourd'hui, on va les amener à trouver la solution eux-mêmes, par des outils, par des jeux, etc. Et ça, je trouve que c'est une évolution qu'on a eue à l'armée et qui est plutôt pas mal. Ouais. Je trouve que c'est important parce que les gens qui ne connaissent pas l'armée peuvent avoir toujours en représentation le drill sergent là, qui vous crie dessus et qui n'est pas péda, qui est pas bienveillant. Ouais, ça c'est vrai que ça a beaucoup sali l'image de l'armée française en tout cas. Le général là, qui il fait le fou. Non, je fais comme ça, dégage, là, comme ça, fais pas ça. Ça, je pense que ouais, ça a beaucoup sali l'image. Hein. Ça a dû en désintéresser plus d'un. Donc ça, on peut dire que c'est fini, quoi. Ouais, c'est peut-être pas que c'est fini, mais on le travaille autrement. Maintenant, on fait tel cours, on va le faire comme ça. Maintenant, il faut qu'il y ait quand même un cadre pendant le cours. Mais ouais, on va amener ce côté pédagogue qui va permettre l'apprentissage beaucoup plus rapide et plus facile des élèves sous-officiers. Ouais. Non mais ça vous l'avez dit, il y a un cadre d'autorité, ça c'est clair, tu fais le lit le matin, faut que la tenue elle soit impeccable, mais ça n'empêche pas dans la pédagogie d'être bienveillant comme vous venez de le dire. Je reviens sur là, les jeunes que vous avez sous vos ordres du coup, ceux que vous formez. Est-ce qu'il y en a où dès les premières semaines vous vous dites lui ou elle, ça va faire un futur chef, un vrai chef quoi. Oui, ouais, il y en a.
Comme je le disais au début, il y en a c'est inné, il y en a on le ressent de suite sur la façon d'être, la façon de faire, etc. Il y en a on se dit ouais lui ça va être un bon soldat, ça va être un bon chef de groupe s'il met tout en œuvre. Maintenant on va l'amener comme j'ai dit tout à l'heure, mais ouais, il y en a ça se voit, ça se ressent. Comme il y en a d'autres malheureusement, on sait que ça va être compliqué d'arriver jusqu'au bout quoi. Donc ouais, il y en a où vous dites ça va pas être possible quoi. Ouais, il y en a ouais. Ok. Attendez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que moi, ce que je cherchais, c'était me renseigner sur l'armée. Attendez, je pense qu'on va s'arrêter par là. Donc déjà, j'ai su à peu près sur l'armée. Après, c'était pas vraiment la vidéo que je cherchais parce que là, j'ai le titre, c'est à quoi qu'on était en leader. Mais moi, je m'étais référencé à la publicité, l'extrait de publicité quand c'était plutôt global, c'était plutôt général. Là, ils ont dit à quoi reconnaît-on un leader. Là, maintenant, j'ai vu que c'est plus spécifié. C'est plus spécifié dans comment tu vas gérer tes groupes, comment tu vas gérer tes soldats, comment tu vas devenir un bon chef. Mais c'était bien aussi jusqu'à présent. Après, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse parce que c'est pas... Je veux pas devenir chef de groupe. Mais bon, on va s'arrêter par là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé et on continue, on finit la suite. On va se regarder d'autres vidéos dessus. Nous, on se dit au prochain React.